Bonjour Nathalie Gisson, vous êtes députée maire au Parlement fédéral et conseillère communale à Ixelles où vous avez été échevine pendant 12 ans. Alors, vous êtes invitée ici pour parler un petit peu de la loi pandémie. Il y a plein d'études qui se font et il y a parfois des études qui disent une chose et d'autres études qui disent autre chose. C'est parfois très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que la Chambre a créé une commission spéciale Covid. Et donc cette commission, je suis d'ailleurs membre de cette commission fait un travail depuis le mois de juillet de l'année dernière et dans les dernières semaines, un travail vraiment intense d'audition. Donc 2 jours par semaine, on auditionne tous les acteurs qui ont joué un rôle dans la gestion de la crise Covid. Ça peut aller des services de protection sociale, des services de prévention, l'armée, les fédérations des hôpitaux, les fédérations des médecins. Hier, c'était Pedro Facón, le commissaire Corona. Vendredi, ce seront les représentants de la santé mentale, puisque le MR a vraiment beaucoup insisté sur l'impact sur la santé mentale et on a vraiment mis ça à l'ordre du jour justement de cette commission Covid en disant on veut entendre tous les secteurs de la santé mentale. Et quand on aura fini toutes les auditions, la commission spéciale va établir des recommandations, va analyser aussi ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et surtout être constructif pour établir des recommandations en cas de prochaine crise. Parce que tout le monde nous dit que après, on avait prédit au moment de la grippe H1N1 qu'il y aurait une pandémie, finalement elle n'a pas eu lieu. Et du coup, il y a eu un peu une baisse de la garde. Et ça peut en partie, selon certains experts, expliquer aussi pourquoi au niveau mondial, personne n'était prêt à cette arrivée du coronavirus. Mais on va formuler des recommandations et ce qui est aussi très bien, c'est que dans ce travail, on est aidé par des experts, comme par exemple le professeur Leila Belkir, qui est vraiment... Enfin, ils sont tous... je ne veux pas dire tous leurs noms et aller dans le détail ici, mais ils nous épaulent, voilà. Ils nous épaulent pour faire l'analyse de tout ce qu'on aura entendu et pour nous aider à élaborer ces recommandations. Donc voilà, l'erreur est humaine. Je crois que personne n'était prêt à cette crise, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. Et il faudra analyser et voir quelles leçons on peut tirer et surtout comment peut-on se préparer au mieux pour, on l'espère qu'il n'y en aura pas, mais bon, il vaut mieux être prêt, une autre pandémie. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le rôle des médecins traitants. Non. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de médecins traitants qui, dès le début, avaient conseillé à leurs patients justement de bien contrôler leur taux de vitamine D, de zinc. Et voilà, moi, personnellement aussi, je prends vitamine D, zinc. Mais il n'y a pas d'études scientifiques claires qui disent clairement ça peut éviter d'attraper le corona. Mais c'est sûr que ça ne peut faire que du bien. Pour les traitements, alors au début, il y a eu différents essais et il y a eu des traitements à l'hydroxychloroquine en Belgique. Ça a été appliqué. Donc, en fait, chaque fois qu'il y a eu des traitements, les hôpitaux ont appliqué et ont essayé de voir ce que ça donnait. Et dans cette commission Covid, je me suis rendu compte aussi qu'ils ont un réseau énorme. Ils parlent entre eux, entre hôpitaux, entre chercheurs, etc. Donc, in fine, quels sont les traitements qui sont apparus comme les plus efficaces?
c'était d'une part le traitement pour éviter les thromboses, Oui. les parrains, et le traitement cortisone pour calmer cette surinflammation de l'organisme qui se L'orage déclenche à systémique. peu près 6, 7, 8 jours après l'apparition des symptômes. Et donc ça, justement, des médecins nous ont bien expliqué qu'ils l'appliquent. Ça permet vraiment d'éviter la dégradation. Donc je ne crois pas du tout qu'on n'utilise pas tous les traitements qu'on a à disposition, soit pour que les gens soient en bonne santé, soit pour guérir les maladies. Okay. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, tous les jours, des choses positives peuvent être mises en place. J'ai interrogé il y a quelques semaines le ministre de la Santé sur l'usage de l'oxymètre. Donc l'oxymètre, c'est ce petit appareil que vous mettez au pouce et qui calcule le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. En Angleterre et en Espagne, quand quelqu'un est positif Covid, il y a même un système en Angleterre où on vient vous apporter un oxymètre et on vous dit de rester à la maison, mais de surveiller ce paramètre avec la fièvre, surveiller ce paramètre de l'oxygène. Et si quelqu'un arrive à 94 ou 93%, il est directement amené à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans l'ambulatoire d'amener éventuellement un... Oui, ça se fait aussi. Oui. Hein. Pendant le pic de novembre, des gens ont eu de l'oxygène à domicile. Oui. Mais ça permet de détecter quand quelqu'un est sur le point de franchir une étape peut-être risquée, Oui. sans qu'il ait pour autant, apparemment, d'après les études que j'ai lues, des sensations d'oppression, de manque d'oxygène, etc. Voilà. Et j'ai demandé au ministre si il était au courant de ces études, s'il pouvait essayer de pousser une réflexion à ce sujet, et il m'a dit que c'était le cas. Okay. Donc voilà. Alors, je reprends un petit peu ce que vous dites par rapport aux traitements préventifs comme les vitamines et le zinc. Alors vous me dites qu'il n'y a pas de véritables études qui ont permis réellement de démontrer, enfin, il y en a quand même qui semble-t-il en démontrer, hein, mais en tout cas de ce que vous dites, pas de manière déterminante, mais on n'a pas d'études scientifiques qui permettent de démontrer de manière déterminante que les mesures sanitaires qui ont été prises ont été efficaces. On ne sait pas en fait si la fermeture des coiffeurs ou la fermeture des restaurants a eu oui ou non un impact, ou même le confinement a oui ou non eu un impact sur les résultats. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures en fait. On a quand même toujours dans cet objectif d'éviter la saturation de notre système hospitalier, choisi, et on n'est pas les seuls, ni en Europe, ni dans le monde d'ailleurs, à avoir décidé qu'il fallait limiter les contacts. Donc pour l'instant, la politique, c'est limiter les contacts pour limiter la propagation du virus, pour éviter la saturation de nos systèmes hospitaliers. Donc c'est vrai que on n'a pas d'études clairement, et d'ailleurs l'EMR l'avait demandé, Georges-Louis Boucher avait demandé des études montrant ce qui se passait chez les coiffeurs, ce qui se passait dans les restaurants. Bon, les scientifiques nous ont quand même répondu que dans les restaurants, vous enlevez votre masque, vous parlez. Il y a eu quand même une étude scientifique où on voyait très bien les microparticules qui restaient dans l'air. Et on voyait ça dans un restaurant, dans les images contrastées, les microparticules qui restaient dans l'air, et avec l'air conditionné qui allait infecter même des tables qui n'étaient pas forcément à côté de celles où ils mangeaient. C'est des études réalisées pendant la première vague et qui montraient clairement ce rôle des microparticules. Donc ce rôle des microparticules fait que oui, sans doute qu'il y en a, on ne sait pas. Une vraie étude scientifique, c'est on prend deux échantillons. Il y en a un qui en pratique des mesures, l'autre on ne les pratique pas, et on voit s'il y a une différence. Ça, ce sont des vraies études scientifiques. Ça, ce sont effectivement des études, mais ça ne démontre pas grand-chose. De toute façon, je ne dis pas que le gouvernement a pris cette mesure sur cette base-là. Il y a eu quand même des études sur 150 pays qui ont démontré qu'en fait, le niveau de mesures, donc genre confinement, etc., n'avait
qui n'avaient pas d'influence sur Oui, en attendant, on voit quand même que les pays qui n'ont pas pris de mesures, comme le Brésil par exemple... Oui, ils sont nettement en dessous de nous en termes de mortalité. Hein. Oui, mais en termes d'hospitalisation et de gestion, de saturation des hôpitaux, je vous répète, nous, vraiment la politique qui a été choisie, c'est de préserver les soins. Moi, je crois quand même que chaque individu a droit à la santé et chaque personne est une personne... Il y a quelque chose de dérangeant dans cette optique. Ça peut sembler très simple et très facile, mais d'abord, on ne sait pas finalement qui est avec des facteurs de comorbidité ou pas. On peut ignorer soi-même qu'on a un facteur de comorbidité. Il y a aussi un aspect vie privée, je trouve, de commencer à aller identifier qui a ces facteurs et de dire à ces personnes-là, vous devez rester chez vous. Non, je crois qu'aucun pays n'a choisi ça et qu'on est dans une société où on ne veut pas mettre le viseur comme ça sur les plus faibles qui ont des facteurs de comorbidité, qui ont des difficultés. Ils sont comme tous les autres qui n'en ont pas. Et donc, on a choisi de faire une politique... donc, c'est-à-dire, en fait, on met l'économie par terre, etc., juste sur ce principe-là. Alors, on n'a pas choisi de mettre l'économie par terre. Non, de nouveau, on a tous été pris par un virus que personne n'attendait. Les pays qui, au début, ont essayé de ne pas faire de confinement, comme les Pays-Bas, la Suède, finalement... la Suède, c'est encore relativement libre quand même. Ils en sont un peu revenus. Aux Pays-Bas, là... Pays-Bas, ils sont un peu revenus. Mais ceci dit, il n'y a toujours pas de masque à l'extérieur sur certains endroits. Hein, oui. Il n'y a toujours pas de masque à l'extérieur en Hollande. Suède, ils ont continué. Ils ont effectivement... insister sur certaines mesures, mais enfin, en gros, il n'y a pas de mesures de confinement en Suède, il n'y en a toujours pas. Il n'y a pas de masque à l'extérieur, il n'y a rien de tout ça, c'est resté relativement faible. Et ils ont quand même un nombre de décès par million d'habitants qui est inférieur. Mais de nouveau, vous vous centrez fort sur les décès, mais il faut voir la saturation des hôpitaux et il faut voir aussi la densité de la population. En Suède, par exemple, la Belgique, il faut presque la comparer à l'Île-de-France au niveau de la densité de la population. On a quasi une densité similaire. Et donc, vous voyez, en Île-de-France, ils ont aussi décidé d'avancer le couvre-feu, etc. La Suède, c'est quelques grandes villes. Hein. C'est 2 grandes villes, en fait, la Suède. Le reste, est assez vide. Hein. Donc, et la densité de population dans ces villes est à peu près comparable. Maintenant, si on parle même de la Hollande, qui ont pratiqué malgré tout des mesures nettement moins fortes, qui a une densité de population, elle, plus élevée que la Belgique, pas de masque à l'extérieur, ils ont quand même la moitié de nombre de décès. Alors, une fois de plus, je sais que pour moi, les décès, ça reste le plus important, parce que finalement, c'est une manière de pouvoir juger de l'efficacité de ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc... les hôpitaux font toujours le maximum pour sauver leurs patients. Non, je pense que, de nouveau, les mesures ont été prises pour que les hôpitaux puissent continuer à fonctionner. Et pour moi, dire à certaines personnes, vous allez rester chez vous, et à d'autres, vous pouvez sortir, et les isoler, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable parce que c'est discriminant. Voilà. Alors, venons un petit peu aux experts. Donc, un tiers des experts scientifiques qui ont recommandé le vaccin anti-H1N1 en 2019 donc ont été liés à GSK, la firme pharmaceutique qui a bénéficié du contrat. Comment se fait-il que les personnes épinglées dans le fiasco H1N1 se retrouvent dans le groupe d'experts? Je ne vais pas citer de nom, mais je présume que vous voyez de qui je parle. Pas vraiment. Écoutez, moi, c'est pas moi qui ai choisi les experts. J'étais pas là lors de la grippe H1N1. Voilà, je sais qu'il y a eu des débats sur les experts. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations que la commission Covid va sans doute faire, c'est de voir comment donner un statut
à ces experts parce que souvent, au début, c'était des experts qui n'étaient pas rémunérés, qui étaient bénévoles. Alors, bon, voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? Nous pensons quand même qu'à un moment, il faut que les choses soient claires, que les experts soient rémunérés, je pense que c'est le cas maintenant, qu'il y ait des déclarations d'absence de conflit d'intérêts. Donc tout ça, ça va faire partie des recommandations de la commission Covid. Et maintenant, certains experts sont... Voilà, chacun a un peu ses préférences par rapport aux experts, mais ils sont... Parce qu'effectivement, donc ça c'est aussi la question, et on a commencé à l'aborder maintenant, donc c'est effectivement qu'est-ce qui serait prévu au niveau d'une éventuellement future loi pandémie, en particulier comment sont désigner des experts, comment est-ce qu'on peut vérifier les conflits d'intérêts, et alors vous en avez parlé aussi, c'est la transparence des rapports des experts, mais il y a aussi évidemment un point important, c'est probablement le comportement des experts dans les médias, parce que est-ce que c'est normal que des experts qui sont censés conseiller le gouvernement viennent sur les plateaux TV pour expliquer leur point de vue, et donc quelque part mettre une pression sur le gouvernement? Alors, on en a justement parlé en commission Covid avec le comité de bioéthique. Comment trouver la juste mesure de l'expression, la communication que doit faire le gouvernement et des experts qui s'expriment eux aussi dans les médias. Est-ce que du fait qu'ils conseillent le gouvernement, ils devraient s'abstenir de s'exprimer dans les médias? D'un autre côté, on est quand même dans un pays où la liberté d'expression est dans la Constitution. Mais enfin, ceci dit, le droit de réserve, le devoir de réserve, pardon, ça existe pour les juges, pour les magistrats, donc pourquoi pas pour les... Mais ce que je trouvais intéressant, que le comité de bioéthique nous disait que ce qu'il faut, c'est une diversité des points de vue qui soient exprimés et qu'il y ait la publicité des opinions divergentes. Par exemple, dans les rapports d'experts qui ont été chaque fois confiés au gouvernement avant que le gouvernement prenne les décisions, on sait que parfois, il y avait des discussions entre experts. C'est normal. Oui. Ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout. Heureusement. Voilà, et qu'in fine, il y a une position qui est adoptée. Et certaines personnes qu'on a auditionnées nous disaient que ce serait peut-être intéressant que dans le rapport figure, ça se fait au niveau scientifique, les opinions dissidentes, qu'elles soient exprimées dans le rapport et qu'on explique qu'in fine, cette opinion dissidente a été exprimée, a été débattue et finalement n'a pas été retenue comme l'opinion faisant consensus. Oui. Et ça permettrait du coup à tout le monde de s'y retrouver, de dire voilà, l'opinion a été exprimée, mais c'est pas ça qui a fait consensus. Et de nouveau, on parlait du système belge, il y a un moment où il faut, dans tout système, que ce soit dans la famille, dans la société, il faut se mettre d'accord. Et pour se mettre d'accord, c'est pas forcément l'unanimité. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas nécessairement, en tout cas en termes scientifiques, ce n'est pas nécessairement la voix dissidente qui est le plus loin de la vérité. Puisque par exemple, il y a 3-4 siècles, on vous aurait dit que la personne qui disait que le soleil tournait autour de la Terre, on disait que c'était un hérétique. Donc tout ça peut évoluer. Mais ce qu'il faut par rapport à ça, c'est la transparence et à cet égard, la publication, la publicité des études, la publicité des rapports. Désormais, les rapports sont sur le site, je crois, de Sciensano. Il y a moyen il y a vraiment... je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a cette volonté d'être transparent et de communiquer et que le gouvernement a des responsabilités énormes. Le Parlement est là pour contrôler le gouvernement et le gouvernement décide en étant éclairé par des avis scientifiques. Mais c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités. Ça, on a toujours mis en avant. Pour nous, c'est très important que le politique soit celui qui décide. Le politique est élu
le gouvernement est là pour ça, c'est lui qui doit décider, mais éclairé évidemment par des experts et ensuite il doit bien prendre la décision. Parce qu'effectivement, dans le problème de santé, le corona représente à peu près 20%. Alors je parle toujours en termes de décès, après ça on peut discuter, mais c'est une manière de voir les choses, à peu près 20% des décès en 2020. Mais la santé ne représente qu'un élément parmi des tas d'autres comme l'économie, l'aspect social, l'aspect humain. Enfin, donc il y a des tas de ministères. Donc s'il y a plusieurs ministères au gouvernement, c'est bien parce qu'il n'y a pas qu'un seul problème dans la vie des Belges. Bien sûr, et d'ailleurs même dans la gestion Covid, nous les libéraux, on parle souvent d'un triangle pour gérer cette crise. Il y a la santé physique. Oui. Et donc ça, c'est tout l'aspect saturation des hôpitaux qu'on a voulu éviter. Toutes les mesures sont pour ça. Mais aussi l'aspect bien-être, santé mentale et l'aspect économie sociale qui est profondément lié à l'humain. Quand dans la première vague, on avait réouvert les commerces, il y a eu énormément de critiques de certains partis en disant vous faites passer l'économique avant l'humain. C'est faux. L'économique, c'est profondément humain. Un commerçant, une commerçante qui a son projet, c'est un projet de vie et ça lui permet de se réaliser et d'avoir aussi ce bien-être. Donc c'est vraiment cette articulation entre ces trois axes qui doit être fait, je crois, en politique et qui n'est pas toujours évident, surtout quand il y a eu une crise ici qui met très fort sous tension en première ligne l'aspect santé physique avec la saturation des hôpitaux. Mais maintenant qu'on voit quand même une lueur d'espoir, ce risque de saturation est beaucoup plus sous contrôle, on peut envisager des assouplissements au niveau du bien-être mental et au niveau de l'aspect social et économique. Et c'est ce qu'on espère tous, lié à la vaccination aussi. Et à propos de la vaccination et des scientifiques, moi j'ai eu l'occasion de visionner un séminaire très intéressant entre des scientifiques de l'ULB, de France aussi, et le responsable aux États-Unis de tout le processus de développement de la vaccination. Et donc c'était vraiment très très intéressant et on voit qu'il y a eu énormément d'investissements financiers qui a été fait, mais surtout d'investissements humains avec une recherche scientifique énorme qui s'est faite en un temps record. Oui. record. C'est peut-être un petit peu le problème aussi d'ailleurs. Ça a été vraiment très bien expliqué dans ce séminaire où ils ont fait se juxtaposer les différentes étapes classiques de création du vaccin où on a pu arriver avec un temps très raccourci. Et c'est vrai que certains peuvent se poser des questions, mais d'un autre côté, quand je vois quand même toutes les précautions qui sont prises, toutes les autorités qui s'occupent de l'autorisation des vaccins, aujourd'hui on parle de vaccin Johnson & Johnson qui va peut-être être validé par l'agence européenne. On voit que ce n'est pas parce qu'un vaccin est créé qu'on vous l'injecte, et puis le vaccin n'est pas obligatoire. Nous, on s'est toujours opposé au vaccin obligatoire, mais on veut un maximum qu'il y ait une communication pour expliquer aux gens que c'est le résultat de la recherche et finalement de ce qu'on peut avoir de meilleur dans l'être humain. C'est toujours cette volonté d'innover, innover pour trouver des solutions. Oui. Et ça, c'est le vrai esprit libéral. Tout ça, c'est beau, mais c'est quand même nier une partie de la science qui dit que pour pouvoir valider quelque chose, il faut avoir le temps de faire des expériences pour le tester. Et là, clairement, c'est pas le cas. Oui, mais ici, on n'injecte pas enfin, moi, je suis juriste, donc je vais être prudente dans ce que je dis, dans les termes, mais d'après ce que nous ont expliqué les scientifiques, c'est pas un nouveau médicament. Justement, on injecte... Non, mais je parle de n'importe quel vaccin. Non, mais on injecte quelque chose qui va faire... Ce n'est pas quelque chose qu'on a utilisé à grande échelle.
quand même, maintenant, avec le nombre de gens qui sont vaccinés dans le monde, on Non, je parle des... du vaccin ARN, donc si c'est ça que vous parlez. Donc ça, c'est une technologie qui a été utilisée de manière assez limitée. Mais parlons d'abord des vaccins en général. Oui. On injecte quelque chose qui va permettre de moins développer des symptômes graves du Covid. Donc on va réduire, du coup, le risque de saturation des hôpitaux. Donc je trouve que tout ça se tient parfaitement. Et l'ARN messager, c'est apparemment une technique qui était déjà utilisée dans des traitements de cancer. Et on injecte un messager qui est celui qui sort d'habitude du noyau de l'ADN, mais c'est une copie. Donc oui, l'ARN messager, en fait, on ne rentre pas dans notre ADN. Ça, on m'a bien certifié. Bon, il peut y avoir des cas où ça peut arriver si on a un rétrovirus, mais en même temps, la cellule. Mais bon, ça, c'est relativement limité. On ne va pas rentrer dans ce débat parce qu'on est scientifique là-dedans, ni l'un ni l'autre, mais moi, je me ferai vacciner. En fait, on n'en sait rien. C'est la science, c'est comme ça. On ne sait pas vraiment. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte avec la crise Corona, les experts ne savaient pas grand-chose au début. On ne sait pas, quand on met sur le marché un vaccin, n'importe lequel, même un vaccin traditionnel, c'est 12 ans. Alors, on peut réduire une série de phases, on peut réduire la recherche, etc. Mais il y a la phase de test sur les effets sur le moyen et long terme, non seulement les effets sur les effets secondaires, mais aussi sur l'efficacité du vaccin, on n'a aucun recul. Or, on sait bien, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'expérimenter. Ça, on ne l'aura pas fait. Et on va vacciner une grande partie de la population sans l'avoir fait. Donc, on court un risque. Et ça, vous demandez à n'importe quel scientifique, il vous le confirmera. Écoutez, de toute façon, le vaccin n'est pas obligatoire. Mais on voit quand même. Il y a une pression quand même, on voit, forte. Mais moi, je me ferai vacciner, en tout cas, et je trouve ça formidable que l'être humain soit capable justement de trouver cette piste qui va nous aider à en sortir et à réduire ce risque de saturation des hôpitaux et à reprendre une vie normale. Pour moi, je trouve que ces vaccins, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de vaccins? Ça aussi, je trouve que c'est une garantie, quelque part. On n'a pas un vaccin Non, mais on n'a pas vraiment le choix du vaccin, donc on va vacciner. Mais on va avoir le choix. Au plus il y en aura, au plus on aura le choix. Donc visiblement, par exemple, l'AstraZeneca, lui, qui est un vaccin traditionnel, mais qui est moins efficace et qui a plus d'effets secondaires. Finalement, les études ont montré qu'il était aussi efficace, voire plus, que le Pfizer. Que le Pfizer, oui. Oui. Mais bon, comme on n'a pas d'études sur le long terme, ni sur l'AstraZeneca, ni sur le Pfizer, en fait, on ne sait pas très bien. Donc, probablement qu'on va mettre une pression vaccinale, en particulier avec l'ARN, sur un certain type, sur la protéine spike. Donc, il va sûrement y avoir des mutations, et il y en a déjà sur cette protéine-là. Donc, on va devoir recommencer dans 6 mois, 1 an, pour de nouveaux vaccins. Donc, on va être dans une espèce de course. C'est pas encore le vote de la loi. Non. J'ai ma boîte mail qui est inondée de mails. Je ne parviens même plus à lire tous mes mails, tellement il y en a. Et j'essaye de répondre à ces mails parce que je me dis que ces citoyens, il faut qu'ils aient une réponse. Oui. Mais humainement, il y a plus de 1000 mails. Humainement, c'est terrible. Donc, j'essaye pour vraiment montrer qu'il y a tout ce travail qui se fait, mais on est loin, je disais ça pour dire, on est loin du vote de la loi encore. Après, le gouvernement va travailler sur son texte et puis il va revenir à la Chambre et on va travailler sur le texte en commission. Mais le but n'est pas non plus que ça traîne parce que justement... Mais on n'est pas en situation d'urgence maintenant. La situation des hôpitaux est stabilisée, la situation en termes de décès est stabilisée. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant en Belgique. Non, mais tout le monde a demandé une base légale. Pour prévoir. Il y a une base légale, oui, d'accord, mais puisqu'il n'y a plus, il n'y a plus péril dans la demeure, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre une base légale sur des choses où, de toute manière, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que il y a 2 semaines, on craignait une 3e vague et puis finalement, on ne l'a pas eu, tant mieux. C'est pour ça on peut toujours annoncer des nouvelles vagues, mais je vais pas. Non, je crois pas qu'on essaye de.
soyons de bon compte. Je crois que tout le monde essaye de travailler dans la transparence. Le gouvernement essaye de travailler dans la transparence. Toutes les semaines, au Parlement, il y a des questions qui sont posées. Il y a des débats d'actualité qui durent vraiment des après-midi entières sur la question de la crise et sur d'autres questions. C'est aussi parce qu'il y a une partie de la population qui ne sont pas persuadés que ce sont les mesures qui ont un impact sur l'évolution de l'épidémie ici en Belgique. Hein. Donc voilà, donc on parle toujours de mesures, etc. Mais il y a une partie de la population qui, effectivement, dont il y a une partie importante qui sont des auditeurs de BAM, qui ne sont pas persuadés que ces mesures ont une efficacité sur l'évolution de la maladie. Donc voilà, donc la lassitude, elle vient de là aussi, de subir quelque chose dont on n'est pas intimement persuadé que c'est efficace. Voilà, bon, ça c'est. Pourtant, on voit quand même que les courbes, oui, mais les courbes se sont aplaties et mais on ne sait pas si ce sont les mesures. Hein. N'importe quelle épidémie, il y a toujours une courbe qui monte et qui descend. Toutes les épidémies, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc dire ça c'est grâce aux mesures, oui. Enfin nous, on le pense. Enfin, oui, voilà, vous pensez. Voilà. Mais tout le monde ne pense pas comme ça, c'est ça que je voulais dire. Mais on est en démocratie, hein, oui. Heureusement, il y a diversité. Oui, mais on est obligé de le subir aussi. Mais ici, je répète, c'est vraiment une politique qui a été de voir comment faire en sorte que les hôpitaux puissent continuer à fonctionner, que nos services de soins intensifs ne soient pas débordés. Et ce sont les mesures quand même qui ont été prises par la grande, même plus que grande majorité des pays. Et en Europe et au-delà aussi. Et par rapport aux conséquences économiques et financières, voilà, ce qui a été fait, c'est quand même d'essayer de compenser. Et puis l'Europe a lancé le Recovery Plan. Il y a le Bélarus, par exemple, qui n'a fait aucune mesure. Ils ont alors 100 fois moins de problèmes que nous. Je ne connais pas la situation du Bélarus. Il y a eu Taïwan qui n'ont pas pris de mesures particulières. Ils ont pas de problème, mais alors c'est une île, d'accord, enfin le Bélarus pas particulièrement. C'est quand même une île, et puis... Donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit nécessairement... Alors comme justement on a à peu près dans tous les pays européens, donc où on a pratiqué à peu près les mêmes mesures, alors oui, on peut dire effectivement que c'est difficile de dire que ça ne fonctionne pas puisqu'on les a à peu près tous pratiqués, mais ceci dit, ici il y a des pays qui l'ont pratiqué plus fort ou moins fort, donc on peut dire que par exemple l'Allemagne, la Hollande ou la Suède, ou même la Norvège ou le Danemark ont pratiqué des mesures qui étaient moins fortes qu'en Belgique, en Italie ou en France. En fait, on peut pas dire qu'on est mieux. Alors peut-être qu'on a pratiqué aussi des mesures qui étaient plus fortes parce que la situation était plus difficile. Mais on peut pas dire. Mais quand même, des pays qui ont assoupli dernièrement, ils en sont à devoir reconfiner. L'Italie, les restaurants étaient ouverts. Aussi en Israël. Hein. Les restaurants étaient ouverts le midi. Et voilà, maintenant, ils avaient quasi déconfiné en Italie et maintenant ils doivent reconfiner. Maintenant, c'est toujours difficile de mesurer l'effet des mesures. C'est vrai que si dans 2 semaines on a une augmentation, est-ce que c'est vraiment dû aux assouplissements qu'on a décidés au Codeco précédent ? Pas forcément. Peut-être que c'est dû à autre chose qui n'est pas respecté et qu'on ne voit pas. Ou tout simplement des facteurs environnementaux. Hein. Mais malgré tout, ce que les scientifiques conseillent, c'est limiter les contacts sociaux. Et donc c'est ça, limiter les contacts sociaux, les gestes barrières, et c'est les mesures qui ont été prises et qui ont quand même démontré une efficacité pour que notre système de santé ne craque pas. Malgré tout, dans nos hôpitaux, on a réussi à prendre tout le monde en charge. Et dans les derniers mois, on a réussi à poursuivre aussi les soins des autres pathologies. Et c'était ça, et ça reste ça l'objectif. Bon, en tout cas, je vous remercie pour d'avoir répondu à toutes mes questions. On va continuer à se tenir au courant, à aller voir sur le site du Parlement comment se passent les débats. Et voilà, et donc on vous souhaite bonne continuation au Parlement dans les débats de la loi pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.